Les applications web, donc cette carte mentale sur les applications web va sans doute être la plus importante parce que vous êtes des développeurs web, hein, si vous regardez cette vidéo, et vous allez avoir beaucoup de termes. Alors si c'est la première fois, ça fait beaucoup de termes à mémoriser, mais vous inquiétez pas, ça va être assez facile quand même. Donc l'application web, j'ai donc le navigateur. On va commencer par le navigateur. Le navigateur, c'est qui n'a pas utilisé un navigateur, franchement, c'est notre outil quotidien. Même le Pékin moyen l'utilise une fois par jour hein, aujourd'hui. Le navigateur donc dispose, en fait, le navigateur, si vous voulez, c'est un logiciel qui vous permet d'accéder à Internet. Et ce navigateur, en fait, il donne l'impression que c'est aussi un ordinateur puisque vous pouvez lire vos emails, vous pouvez dessiner, vous pouvez voir des vidéos comme sur votre bon vieil ordinateur. Eh ben, c'est exactement un ordinateur virtuel. Cet ordinateur possède un langage de programmation et multimédia. Et donc, c'est un ordinateur virtuel. Donc, vous êtes développeur web, donc vous allez développer sur une machine virtuelle. Donc, le navigateur, c'est un ordinateur virtuel. Comme tout ordinateur, il a la possibilité de stocker des informations. Le local storage, ça permet de persister l'information. Je rappelle, le persister, c'est que entre deux allumages, ben, l'information reste, hein, elle n'est pas effacée. Le service worker, bon, j'aurais pas dû le mettre, mais c'est une partie du navigateur qui est indépendant de votre page web, mais il peut travailler en parallèle. Donc, quand on fait du JavaScript un petit peu plus poussé, on peut rencontrer le service worker. Headless, lorsqu'un navigateur est headless, ça veut dire qu'il n'a pas de vue de présentation. En fait, lorsque des programmes d'automatisation, souvent pour faire des tests end-to-end, des tests de bout en bout hein, de logiciels, utilisent des navigateurs headless. Ça veut dire que ce logiciel, il est capable d'accéder via la communication, via le protocole HTTP à des sources de données, mais euh, vous ne le voyez pas sur l'écran. C'est pour ça qu'on a dit pas de tête. Hein. API Web ou API. API, ça veut dire Application Programming Interface. Et dans le cas de web, on parle plus de web service ici. OK. Donc, c'est tout ce qui est non, l'API Web, dans le cas du navigateur, c'est la façon d'interagir avec le navigateur. Donc, c'est pas que du JavaScript, en fait. Hein. L'API Web, c'est quelque chose qui est différent du JavaScript. Par exemple, lorsque vous faites une pop-up d'alerte, eh ben, cette pop-up, en fait, c'est l'API Web. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de plus spécifique au navigateur et pas spécifique JavaScript. Pour vous donner une idée, Node.js, qui est le moteur de JavaScript côté serveur, donc vous ne le voyez pas le navigateur, ne possède pas la fonction alerte puisque le Node.js ne possède pas d'API web. Seul le navigateur possède une API web. Donc c'est un peu la différence entre le JavaScript du navigateur et le JavaScript du serveur. DevTools, donc les outils de développeurs de navigateurs, donc que vous allez beaucoup utiliser hein, pour du CSS, du HTML, mais aussi pour du JavaScript. En fait, pour le front-end, c'est un outil que vous devez connaître parce qu'il vous aide beaucoup. Les sessions, les cookies, donc ça c'est pour l'authentification, hein, maintenir l'authentification par rapport à un site web. Donc le navigateur englobe toutes ces technologies en plus de ce que vous voyez vous. Donc ça, c'est ce qu'un développeur voit. L'utilisateur moyen ne le voit pas. L'application web se fait avec un langage, hein, plusieurs langages. Il faut compter 5 langages pour faire complètement une application web. Donc c'est quoi complètement une application web? C'est le back-end et le front-end. Je rappelle, le front-end, c'est votre navigateur, votre client. Le back-end, c'est le serveur. Donc dans le front-end, vous avez 3 langages, JavaScript, HTML et CSS. Donc j'ai mis aussi le Sass. Bon, en fait, c'est un langage qui va se compiler en CSS
Pourquoi on l'a inventé dans des gros projets? Peut-être c'est beaucoup plus facile d'écrire du SAS, qui est un langage beaucoup plus organisé que du CSS, qui est assez primitif, hein, faut le reconnaître. Concernant le back-end, vous avez le PHP qui est assez connu. Aujourd'hui, beaucoup de sites web utilisent le PHP. Le SQL pour le langage de la base de données. Et comme concurrent du PHP, vous avez le Python, le Java. Il y en a beaucoup d'autres, j'ai cité les principaux, les plus utilisés. Donc le back-end, c'est ce qui est côté serveur. Les web services, c'est ce qu'on utilise pour échanger des informations, des données sur le web entre le serveur et le navigateur. Et peut-être entre deux serveurs aussi. Il y a deux façons de faire du web service. Traditionnellement, avant même l'avènement du web, il y avait le SOAP. C'est à base de XML. Et aujourd'hui, on a du REST. C'est beaucoup plus simple, plus adapté au web. Le REST, donc, souvent, il entre en jeu lorsque la page est chargée. Lorsque la page se charge, vous avez les différentes parties qui continuent à se charger. Vous voyez le loader tourner. Hein. Sur Amazon, souvent, on voit ça. Et à ce moment-là, en fait, entre en jeu aussi les requêtes Ajax. Donc, c'est des requêtes asynchrones. Ajax, c'est asynchronous JavaScript et après X pour XML. Aujourd'hui, on n'utilise plus de XML, mais c'est du JSON qu'on utilise. Dans une application moderne, il y a de l'Ajax. Ça évite de rafraîchir, de recharger la page à chaque fois qu'il y a des données qui changent, ce qui n'était pas possible avant. Et lorsqu'on communique entre votre navigateur et le serveur, il y a la notion de sérialisation, désérialisation. En fait, lorsque vous codez en JavaScript, vous envoyez des informations. Votre JavaScript, c'est souvent une variable JavaScript que vous allez envoyer. Un objet JSON, en fait, c'est un JavaScript. Et le problème, c'est que de l'autre côté, vous avez du PHP. Donc, votre variable JavaScript, le PHP, il ne le connaît pas. Et de toute façon, votre variable JavaScript, il ne va pas passer tel quel dans les tuyaux. Hein, quand vous envoyez une requête, ça sort de votre navigateur, ça passe par le routeur de votre FAI, ça va sur le monde entier via des réseaux. Et dans ces réseaux-là, on ne sait pas ce que c'est que le JavaScript. Donc, la solution, c'est de transformer votre objet JavaScript en chaîne de texte. Ça, on connaît. Ça existe depuis des dizaines d'années. Et donc, le processus de transformation de votre variable en chaîne de texte, c'est la sérialisation. Et l'inverse, c'est la désérialisation. Alors, les frameworks, j'aurais dû passer de langage à framework. En fait, les frameworks sont là pour accélérer le développement de logiciels. Bien sûr, vous allez savoir programmer, mais en vrai, vous allez très peu faire un logiciel à partir de zéro. Donc, vous allez toujours utiliser des frameworks. Il y a des frameworks front-end, il y a des frameworks back-end. OK? Les frameworks front-end, c'est les frameworks JavaScript. Hein. React.js pour le plus connu actuellement, il y a AngularJS aussi, Vue.js aussi, un concurrent sérieux, et on a un peu l'ancêtre jQuery qui subit le désamour actuellement, malheureusement, mais que moi personnellement j'aime utiliser parce qu'il me fait gagner beaucoup de temps. Vous avez aussi des frameworks back-end. Les frameworks back-end, c'est Symfony pour le plus connu en France, hein, pour du PHP, Laravel pour du PHP aussi, et Django pour du Python. L'environnement de développement, ça c'est quelque chose que vous devez savoir parce que vous n'avez pas arrivé. Un environnement, c'est un ensemble de logiciels qui va constituer l'environnement justement dans lequel va tourner dans votre logiciel, mais aussi dans l'environnement dans lequel vous allez développer. Il y a trois types d'environnement, grosso modo. Il y a le développement, c'est ce qu'utilise le développeur. Souvent, vous aurez une machine Windows avec WAMP d'installer pour le PHP. C'est là que vous allez faire tourner votre logiciel. C'est peut-être pas le plus rapide, mais c'est sur lequel vous avez le plus de contrôle. Ensuite, vous avez la production.
la production, on appelle la prod, qui est votre serveur et dans lequel tourne votre code sans que vous ayez à monitorer, hein, vous débuguez pas, vous faites rien, ça. Une différence par rapport au développement, c'est que vous allez plus voir certains messages d'erreur et puis la configuration du serveur fait que votre logiciel va tourner beaucoup plus rapidement. Et entre les deux, on a la pré-prod. La pré-prod, c'est en fait, on essaie de faire tourner avant de livrer en prod le logiciel. Pourquoi on fait ça? En fait, comme ces environnements sont différents l'un de l'autre, il peut y avoir quelque chose comme ça marche en développement mais pas en prod parce qu'on n'a pas la même version de PHP ou du logiciel Apache, hein, tout bêtement. Et le pré-prod est là pour parce que quand même quand vous développez en production, ça vous engage. Et tout le monde va voir votre logiciel, hein, donc attention, il ne faut pas qu'il y ait d'erreur quand vous déployez. Donc, on fait des tests souvent en pré-production. La majorité des tests en pré-prod avant de déployer. Voilà, c'est à peu près tout pour l'application web. Donc, pareil, googlez tous ces termes pour si vous voulez en savoir plus.